Jeudi 8 janvier 2026, la librairie Ombre Blanche accueillait, en partenariat avec l'association Denise Epstein, la sociologue Annie Bloch-Raymond, spécialiste des migrations transatlantiques et des judaïsmes. Annie Bloch-Raymond s'est beaucoup interrogée sur la destinée des femmes d'après-guerre à travers la destinée d'Ève, sa mère, sujet de son livre paru aux éditions Ampelos, intitulé Ève et les siens, Alsace, Cévennes, Nîmes, les chemins de la liberté, qui témoigne de l'émancipation d'une femme dans les années 1950-1960, tiraillée entre son éducation de jeune bourgeoise juive, sa situation de mère de famille modeste et ses aspirations à une vie plus libre. La conversation était menée par Frédéric Dahan. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents ce soir pour cette première rencontre de l'année. C'est le début d'un nouveau cycle et nous sommes très heureux que ce renouveau, ce redémarrage ait lieu avec Annie Bloch, que nous sommes très heureux de recevoir pour ce livre Ève et les siens, un récit sur le parcours, le destin de votre mère, qui est publié aux éditions Ampelos. Et je remercie aussi Frédéric Dahan qui va faire la modération de cette rencontre. Et voilà, je remercie aussi l'association culturelle Denise Epstein avec qui cette rencontre a été organisée. Voilà, je vous remercie et bonne rencontre, bonne discussion. Et moi, je terminerai ce début en remerciant Ombre Blanche de nous accueillir. Et c'est toujours un grand plaisir. Et vous et à toute l'équipe de nous accueillir. Je disais que le temps s'installe petit à petit, chacun s'installe et prend son temps, et le temps s'étire, et ça fait du bien de prendre son temps. Voilà. Alors, d'abord, je vous remercie tous d'être là. Et c'est Denise Epstein et Annie Bloch et moi-même qui vous remercions d'être là pour la présentation de ce livre. Alors, je crois que tout le monde connaît Annie, n'est-ce pas, et son travail, puisqu'elle travaille depuis très longtemps. Et comme je ne voudrais pas m'emmêler les pinceaux dans je dirais, l'histoire de son travail, qui est vraiment très important, merci Françoise, qui est vraiment très important, je vais reprendre un petit peu mes tablettes. Donc, vous avez été... j'ai toujours l'habitude de vous voyer quand c'est comme ça. Je suis désolée. Vous êtes arrivé en 1979 à Strasbourg. Vous avez été intégré ingénieur-chercheur au CNRS. Vous avez ensuite, vous êtes revenu vers 2002 à Toulouse, mais à chaque fois, il y a une permanence dans votre travail qui finalement s'explique aussi peut-être, on peut y penser à votre histoire personnelle, puisque vous avez vraiment été une spécialiste de cette communauté, de cette communauté juive alsacienne. Vous avez vraiment travaillé énormément dessus. Vous avez aussi eu d'autres intérêts. Et ce qui est très intéressant, vos ouvrages sont toujours attentifs à l'humain, très bienveillants. Et je voudrais citer beaucoup de livres, l'Exode de votre famille, un livre aussi qui est le premier que j'ai lu de vous, c'est cette histoire de l'émigration de la communauté juive alsacienne vers le Mississippi. Et c'est très intéressant cette façon que vous avez de décrire l'hybridation des cultures à travers notamment la cuisine, puisque vous êtes très attaché à cette transmission de la culture par les faits du quotidien, comme celui des odeurs, de la cuisine et des recettes.
Et c'est très intéressant quand vous décrivez l'histoire des crevettes pour le Shabbat, qui remplace, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est quand même très rigolo. Et puis après, vous avez aussi eu un travail que je trouve aussi remarquable et qui m'a beaucoup intéressée et touchée, c'est celui sur les forêts et les rivières. Et j'ai trouvé ça d'une justesse et d'une approche bienveillante pour l'humain et la nature. Et peut-être aussi que tous ces pôles d'intérêt, je dirais, que vous mêlez, sont aussi un héritage familial. On en parlera parce que quand vous parlez des promenades de votre père, j'ai pensé justement à cet amour des forêts et de la rivière. Et puis, nous arrivons, après l'exode de la famille, après d'autres travaux, à Ève et les siens. Et Ève et les siens, ce qui est aussi très intéressant, je voudrais parler d'un personnage que vous mettez en prologue, mais qui donne un petit peu la couleur. C'est-à-dire de monsieur... tout d'un coup, j'ai un trou parce que je suis émue. De monsieur Rosenthal, joaillier, qui finalement disparaît presque dans sa veste grise, mais un peu comme le chat du Cheshire, le sourire reste. Et ce que vous dites très bien, c'est que finalement, il y a son sourire, un petit carré de chocolat et les médailles saintes qu'il grave. Et là, on entrevoit tout le travail que vous allez nous donner à lire sur cette vie que vous allez être amené à vivre à Nîmes après l'exode de vos parents. Et vous avez choisi Nîmes, je dirais, on va revenir à l'Alsace, vous n'avez pas choisi Nîmes au hasard, c'est parce qu'une partie de la famille de votre père y est installée. Et pour revenir à l'Alsace, d'où l'ensemble de la famille aussi est parti, ce qui est intéressant, c'est que l'Alsace, c'est un sujet en soi dans votre livre. C'est une région, vous expliquez le judaïsme alsacien comme un judaïsme rural, et en même temps traversé par cette volonté des Juifs qui ont traversé des routes frontalières ou des rivières pour venir en France, cette importance de la République, cette importance de la laïcité et cette importance de l'israélisme. Et vous insistez beaucoup là-dessus, et finalement cette trame de fond de l'Alsace va porter aussi tous vos personnages dans leurs rencontres avant et dans leurs rencontres après ou pendant la guerre. Et là, maintenant, votre histoire, c'est Ève et les siens. Alors, il y a Ève et il y a les siens. Est-ce que je peux dire quelque chose? D'abord, merci beaucoup de cette évocation qui n'est pas une démarche uniquement scientifique, qui est une démarche du sensible et de l'affectif. Et je pense que petit à petit, je me suis détachée des moules de type scientifique, dur, j'allais dire, pour essayer d'exprimer à la fois le sujet, l'individu, la personne et son entourage, son environnement. Et on peut dire que un des premiers sujets que j'ai choisi lorsque je suis arrivée à Toulouse, après avoir vécu aux Antilles, aux États-Unis, dans le sud de l'Aveyron, l'Alsace était comme une attirance. C'était un lieu qui est pour moi un lieu de découverte, mais un lieu de retour. Retour sur une histoire que je percevais très importante pour la famille, mais il me manquait des morcellement, il me manquait
la vision, la perception matérielle des gens. Et d'ailleurs, lorsque je suis retournée en Alsace, je cherchais mon grand-père. J'avais toujours l'impression de voir un vieux monsieur et je me suis dit, oh, c'est lui ou c'est pas lui? Mais je savais que mon grand-père était décédé pendant la guerre, que je ne le retrouverais jamais et que c'était comme ça. Mais je le recherchais et je pense que ce retour en Alsace, ça a été un retour d'une partie de la famille qui était décédée, naturellement ou pas, parce que le mot naturel me gêne beaucoup. Je pense qu'une partie de ma famille n'a pas survécu au choc de l'exode, au choc de la spoliation et au choc du départ de chez eux, de l'exode. Et c'est pour ça qu'ils sont morts très vite, au bout de 2 ans, durant l'exode. Ils avaient tout perdu. On les avait spoliés de leur histoire et ils sont morts très rapidement de crise cardiaque, mes 2 grands-pères. Et c'est pour ça que je crois que j'écris, c'est pour retrouver ces personnages que je n'ai pas connus, que j'ai envie de faire revivre. Mais en même temps, vous parlez d'une partie de votre famille qui est morte, des suites ou comme conséquence, etc. Mais finalement, c'est aussi l'exode, c'est le départ de cette famille avec oncle, cousin, tante, enfin je veux dire presque tout le monde, vers le sud qui a sauvé. On a eu de la chance, vous dites, vous écrivez, ils ont eu de la chance. Et parce que ceux qui sont restés ont été raflés. Exactement. Et alors, cette prise de conscience, c'est pour ça l'importance du livre pour moi et de l'écriture. Cette prise de conscience, je l'ai eue lorsque Klarsfeld a écrit l'introduction du dernier livre. Et à la fin, dans son introduction, il dit « Si votre famille était restée dans la petite ville de l'Est de Remiremont, eh bien, ils auraient, ou elle aurait complètement disparu. » Et ce fut le cas d'une très grande partie de la population de cette ville de Remiremont, qui se trouve dans les Vosges, où les gens se sont crus à l'abri, et ça a été un des endroits où l'extermination et les rafles ont été les plus nombreuses dans les Vosges. Et très tôt, en 1942, une de nos tantes, grand-tantes, a été déportée dans une petite ville pas très loin, à Bruyères, se croyant à l'abri. Et voilà. Et heureusement, ces enfants ont pu échapper. Et c'est Klarsfeld qui a mis le point sur ces déportations très importantes qui ont commencé très tôt, en 1942, dans l'Est de la France. Et je me suis dit, quelle intuition ces familles ont eu de partir tout de suite, très vite, très rapidement. Ils ont vu que leur camion avait été réquisitionné. Ils se sont dit, la voiture, ça va venir. Et donc, ils sont partis très rapidement. Et je me souviens, parce que ma mère parlait beaucoup, et elle m'a dit que son père avait senti qu'il ne reviendrait pas et qu'il a fait le tour de la maison à 2 reprises, comme s'il disait au revoir, adieu à cette maison. Et c'est aussi, j'ai vu en travaillant sur les problèmes de la relation des hommes à la nature et des bêtes, que le renard, quand il s'en va dans un endroit, fait le tour aussi de sa maison. Parce que les bêtes sentent que quelque chose se passe et ils le sentent beaucoup plus fort peut-être. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que votre famille, je dirais vosgienne, c'est une famille
ce sont des marchands de bestiaux, ce sont des marchands de chevaux, ce sont des marchands de bestiaux qui ensuite élèvent même du bétail pour revendre. Et il y a je dirais, ce lien finalement très primitif et de ces gens avec la nature, parce que je veux dire, c'est de la bête, quoi. Et donc, je pense que il y a quelque chose à voir avec ça. Et je dirais même, pour déflorer un petit peu, peut-être même que le langage de votre mère qui est si cru, c'est peut-être aussi en partie pour ça. Et je pense que il y a, je dirais que peut-être inconsciemment, enfin je ne sais pas, il y a deux événements, c'est tout d'un coup le fait de partir, et un autre événement, à mon avis clé, c'est le fait que vous n'avez pas crié. Quand à Vialas, vous avez été vous êtes caché pour éviter la rafle. Il y a ces deux moments suspensifs du récit, je dirais, ou des souvenirs. C'est intéressant ce que vous dites. Je pense que le langage de ma mère, pour un linguiste, est très intéressant, et pour moi aussi, parce que la langue, pour moi, est quelque chose de très important. Ma mère avait un langage de charretier. C'était une bourgeoise qui savait très bien passer d'un monde à l'autre. Et je vois avec mon mari, très récemment, elle me dit, mais elle avait des blagues porno, et elle adorait prendre les hommes dans la cuisine, et notamment Jean, et leur raconter la dernière blague porno qu'elle connaissait et qu'elle ne pouvait pas raconter à son mari, parce que la famille de son mari était très prude et on racontait surtout pas ce type de blague. Donc, elle avait ce langage de charretier. Alors, d'où venait ce langage? Je pense que le contact de son père, qui était quand même se lever à 5 heures du matin, et son boulot, c'était quand même d'élever des bêtes, puisqu'ils avaient des parcs après, et d'aller les vendre. Et d'aller les vendre. Et aux paysans, on parle un langage adapté. Et ce qu'il fallait, je me souviens ce que disait ma mère, et mon père regardait la dentition des vaches. Parce qu'en fonction de la dentition, on voyait si l'animal était en bonne santé ou pas. Et elle avait appris aussi bien regarder donc des vaches, des chevaux. Je me suis aperçue qu'elle savait monter à cheval, je ne sais pas quand elle avait appris, mais elle avait aussi, les bêtes étaient à côté de la maison. Il y avait une écurie, ça se faisait dans les villages, ça se fait encore en Haute-Loire, où il y a une petite écurie, où il y avait quelques bêtes, et souvent il y avait un employé qui était là pour tirer du lait et pour les quelques bêtes qui étaient là. Et ça se fait encore, mais pas évidemment dans le village, parce que les bêtes sont pas elles sont parties de la ville quand même. Non, c'est interdit. Mais dans les villages de Haute-Loire où nous passons nos vacances, on a eu les bêtes juste à côté de chez nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, chez votre mère, ce sont des vendeurs des éleveurs de bestiaux, des vendeurs de chevaux, et de l'autre côté, pour votre père, c'est plutôt, je dirais, il y a une partie qui est dans les Vosges, qui a voulu justement rester parce que je veux dire, c'est Rosalie, je crois, ou c'est Clémentine. Tout d'un coup, je suis en train de me tromper. Mais enfin, en tous les cas, il y avait cette exigence d'aller se marier en France, d'être dans la République française et de parler français, bien que en Alsace, en Alsace notamment, les gens étaient, voilà, en Allemagne, en Alsace, l'allemand était obligatoire. Et donc, vous décrivez très bien comment elle s'oblige à parler français en dehors du judéo-alsacien. Et votre père, donc, c'est une famille plutôt avec une grosse fromagerie et qui fait commerce avec
à la fois le sud de sa famille jusqu'en Algérie, avec les cousins picards qui exportent leur vin. Oui. Et ce De cercle la fermé plaine de comme ça. Mitidja. Voilà. Parce que souvent, nos amis me disent « Oh, toi, l'Ashkenaz ». Et je dis « Mais d'abord, c'est des termes qu'en Alsace, on n'utilise jamais, parce que d'abord, il y a une majorité de gens qui sont Ashkenaz. Et ce n'est pas des catégories connues, des catégories utilisées. C'est à Toulouse que je me suis fait traiter d'Ashkenaz. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette catégorie? Pourquoi ce découpage? Parce que dans de nombreuses familles alsaciennes, une partie des familles sont allées après 1870, pour ne pas rester allemand, sont partis en Algérie. Et du côté d'une grand-tante, elle est partie au Mexico, et ensuite sa fille s'est mariée à Alger. Et son mari était pharmacien à Alger. Et pendant la guerre, cette grand-tante habitait à Alger. Et de l'autre côté, le vin de mes grands-parents fromagers venait de la plaine de Mitidja, où une famille picard est restée aussi longtemps qu'elle pouvait, à cause de l'antisémitisme, en Algérie. Donc, pour moi, il n'y a pas ces coupures, ces ruptures aussi marquées que pour certaines personnes. Pas du tout. Et c'est ce qui fait que je me sens tout à fait dans l'écoute et dans la proximité des gens qui viennent, de toute façon, qui viennent d'ailleurs. Et qui viennent d'Algérie, et qui viennent du Maroc. Et je me sens très à l'aise avec eux, parce que je sais que ces familles ont vécu, sont allées, sont revenues, etc. C'est pas quelque chose d'étranger. Voilà ce que je veux dire. Et contrairement à l'idée que certains peuvent avoir, c'est vrai que dans notre famille, on avait des gens au Mexique, on avait des gens qui étaient partis, c'était la diaspora, qui étaient partis à la Nouvelle-Orléans. On avait des gens qui étaient partis au Mexique, je sais plus, où encore. Il y avait des gens roumains. On était mariés avec, à Marseille, une de nos cousines s'était mariée avec des juifs roumains. Il n'y avait pas ces frontières qui peuvent exister dans d'autres familles. Voilà. Et il faut dire aussi qu'à Nîmes, il y avait la proportion de protestants était de l'ordre de 26 à 30%. Ensuite, il y avait quand même pas mal de familles judéo-contandines qui habitaient là, enfin qui étaient, oui, voilà, qui étaient à Nîmes et dans la région depuis plusieurs générations. Et ensuite, c'est devenu des Juifs alsaciens à partir de 1870. Et ensuite, l'arrivée des Juifs, c'est ce que vous écrivez dans le livre, l'arrivée des Juifs d'Europe de l'Est suite au pogrom, et ensuite tous les Juifs qui sont partis des pays du Maghreb. Oui, et puis j'ai connu des Juifs qui venaient d'Égypte, des amis qui venaient de Turquie, de Salonique, les enfants. Il y a eu on peut dire les grandes vagues, et d'Égypte aussi, comme je l'ai dit, des grandes vagues de déplacements et des familles. Beaucoup se sont retrouvés dans cette ville. Pourquoi? Alors, d'abord parce que c'est une ville qui était très accueillante. C'était une ville où il y avait une structure juive importante. Il y avait une synagogue qui avait été construite en 1775, mais il y avait eu d'autres synagogues qui avaient été là bien avant. Et c'était en fait les premiers juifs, je crois que les premiers juifs en France, c'était les juifs du comtat venessin, qui se sont installés très tôt en 16e, 17e siècle, et qui ont créé même une architecture
l'architecture des deux belles synagogues de Cavaillon et de Carpentras sont typiques de cette époque. Et je dirais, pour faire un peu de pub pour Nîmes, la synagogue de Nîmes a repris tout à fait la structure, et elle est moins connue comme synagogue constantine. Et il y a ce fameux fauteuil fauteuil d'Élie. Oui, fauteuil d'Élie qui est suspendu sur. Et donc, j'ai un cousin qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de Nîmes et qui a repris des travaux de son aïeul et qui montre que Nîmes a eu une existence communautaire dès le XIIe siècle, avec des aléas, avec des expulsions qui font partie de l'histoire du judaïsme en Mais France. justement, vous abordez le chapitre de votre trisaïeul, Joseph Simon, et c'est ce qui est aussi très intéressant parce qu'on le retrouve dans toute l'histoire de la communauté juive alsacienne, c'est ce rapport, je dirais, à la laïcité, puisqu'il a fait quand même, je dirais, il a été très important au niveau de l'école, il a donné des cours, il a fondé une bibliothèque populaire. Donc, la présence juive alsacienne dans les structures pour faire s'épanouir l'école, la laïcité a été très importante et on le retrouve à travers toutes les proximités que vous évoquez avec les différents personnages qui sont dans ce livre. Je suis très attachée à la bibliothèque de Nîmes parce que c'était une bibliothèque rue Séguier qui a fermé malheureusement. C'était des bibliothèques anciennes. Elles sentaient bon la cire et elles avaient des odeurs très particulières. Elles avaient des vieux monsieur qui, quand ils étaient à la retraite, venaient lire les journaux, comme ça se fait encore dans ces bibliothèques. C'est là où j'ai appris qu'il y avait un enfer dans les bibliothèques. Et surtout... C'est ce que Sisson vous parlait aussi. Oui, alors, un enfer, je me suis dit, oui, le paradis. Oui. J'ai appris, pour ainsi dire, la littérature dans ces bibliothèques. Et j'y suis très attachée, malheureusement, elle a fermé pour ouvrir dans ce carré d'art qui est magnifique, qui a été construit par un grand architecte anglais, mais je retrouve pas du tout l'intimité que j'ai connue parce que c'était une bibliothèque d'une très grande richesse et avec des incunables et des livres hébraïques qui venaient de Villeneuve-les-Avignon et qui avaient été sauvés au moment de la Révolution et qui avaient été Villeneuve-les-Avignon, c'est dans le Gard, c'est pas dans le Vaucluse, et qui avaient été remis dans les fonds de la bibliothèque de Nîmes. Et c'est là où j'ai découvert la littérature. Je peux dire que j'ai compris ce qu'était que la littérature, les premières œuvres érotiques. Il y avait des livres érotiques, et je me souviens être tombée sur des planches érotiques de Ronsard. Je me dis, comment ça se fait-il que je trouve des images très osées. J'avais été extrêmement surprise. Donc finalement, Nîmes, c'est aussi pour Ève, comme pour son mari, parce que à la fin, c'est aussi malgré, je dirais, j'avais envie d'aborder les personnages principaux, à savoir Nîmes. Je dirais que c'est aussi la ville de la liberté. Quand vous expliquez que vous voyez les processions, que finalement avec la concierge vous lisez intimité, ensuite vous mettez des bas nylons parce que vous êtes un peu plus grande. Enfin, il y a à la fois la liberté des enfants et puis là, c'est dans le livre, on découvre au fur et à mesure que le temps passe, votre évolution, et c'est aussi donc
une certaine liberté pour votre mère, mais votre père aussi, je dirais, mais un peu plus tard. Voilà. Et alors maintenant, je voudrais qu'on parle des personnages qui sont votre Ève, évidemment, votre père et les enfants. Et alors, je voudrais d'abord, bon, c'est Ève et les siens. Alors, je ne sais pas, je vous laisse lire, je vous laisse dire. D'abord, je veux dire très clairement que comme c'est un livre où les descendants sont vivants, donc j'ai changé les prénoms. Ce n'est pas du tout les prénoms de la mère. Ève n'est pas son prénom, les enfants non plus. C'est important pour moi pour protéger ces gens qui vivent toujours. Et j'ai cru que c'était important pour moi pour protéger ces personnes. Et puis, par contre, j'ai gardé le nom de famille parce que le nom de famille, c'était un repère. Et que de toute façon, le nom de bloc, c'est quand même un nom très courant et qu'il peut y avoir beaucoup de blocs. J'ai pas voulu non plus, comme ont fait certains auteurs, faire du tourisme de la ville et qu'on puisse repérer où se trouvait la maison où mes parents habitaient, où était la synagogue. Donc j'ai modifié quelques noms de rues, pas toutes. Par contre, les personnages historiques qui ont une histoire, qui sont inscrits, qui ont été déportés, j'ai gardé évidemment les noms, les prénoms et les dates de déportation, parce qu'ils faisaient partie de l'histoire, je n'avais pas le droit d'y toucher. Ceci n'est pas simple. Il m'a fallu du temps d'abord pour trouver des prénoms qui correspondent aux personnes que j'ai connues. Et puis, j'ai eu des surprises. Je vous raconte quelque chose que l'inconscient bouge tellement quand on écrit. J'avais donné au nom, à mon nom, le nom d'Anne. Et à la famille, je cherchais un nom patronymique. J'ai cherché Brenner à cause de l'hébreu. Ma mère apprend l'hébreu à une époque de sa vie. Elle tient beaucoup à apprendre l'hébreu. Et puis, j'avais donné un autre nom. Donc, elle, la jeune femme qui raconte, s'appelle Anne. Et j'avais donné le nom à ma famille de Franck. Et alors, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Tu tombes sur Anne Frank ?» Et c'était complètement... Je m'en étais pas rendu compte. Donc, il y a des histoires sous-jacentes qui vous ont traversé et qui rejaillissent sans que vous en ayez conscience. Alors, moi, je voudrais savoir aussi une autre chose. C'est qu'à un moment, vous dites... Dans ma famille, on parlait de tout le monde voulait savoir qui avait fait quoi, etc., etc. Mais l'essentiel n'était pas dit. Et finalement, si je puis me permettre, je trouve aussi que dans le livre, l'essentiel n'est pas toujours dit. Allez-y. Ça va faire un autre bouquin. Voilà. Mais de toute façon, il en faut un. Donc, parce que l'essentiel n'est pas toujours dit, et là, l'essentiel, il faut le deviner. Parce que, et finalement, dans un sens, est-ce que c'est pas le fait aussi que vous êtes aussi parti, c'est comme une enquête un peu sur votre famille. Absolument. Donc, moi, je l'ai lu vraiment comme une enquête avec ces personnages, et je comprends très bien qu'on n'ait pas donné les noms, justement, mais c'est une enquête. Je me suis réveillée des fois la nuit pour aller suivre pour aller voir la suite. Oui, parce qu'il fallait que je sache. Et c'est ça, c'est cette enquête. Surtout que, franchement, vous parlez d'abord de Ève et des siens. Bon, alors je vais dire que le père, c'est plutôt le foyer. Du reste, c'est lui qui allume la chaudière tous les matins.
C'est lui qui emmène les enfants le dimanche. Et le moment de chaleur filiale, on le sent le dimanche matin. Parce que sinon, dans la semaine, c'est plutôt difficile. Et donc, Ève, c'est Ève qu'on n'a pas envie d'embrasser. C'est Ève auquel il faut, qui vous dit d'écarpir parce que le matin, elle n'est pas de bonne humeur, que vous l'encombrez, que ceci. Alors, ce rapport, en ce moment, il y a plein de livres où les auteurs écrivent leur mère. Alors, vous l'écrivez d'une drôle de façon. Et je voudrais bien savoir, voilà, pourquoi, voilà. Mais j'ai pas le choix. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais pas mentir. Je ne pouvais pas me mentir. Si je faisais un livre, quand je fais un livre, j'étais partagée. J'étais partagée par le style qui était ma mère. En fait, c'est un peu essayer de comprendre comment cette femme fonctionnait, comment cette femme vivait, qui était-elle? Parce que je me suis progressivement aperçue que je ne la connaissais pas. Qu'elle était un personnage souvent irritable, difficile, qu'on avait droit aux réprimandes, aux gifles, qu'elle était en colère pour un oui, pour un non. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais en même temps, vous l'admirez. Alors, j'admirais plus ou moins. C'est-à-dire, j'admirais son sens, d'abord sa grande culture, alors qu'elle était allée à l'école jusqu'à la seconde. Elle a une capacité de comprendre et de capter les langues qui était remarquable, une mémoire faramineuse, et qu'elle aimait lire aussi, et qu'elle était une femme très curieuse et très, très ouverte vers l'extérieur. Mais ce n'était pas une femme d'intérieur. Oui, mais vous dites aussi que finalement, elle était chaleureuse avec l'extérieur et plutôt... On avait l'impression, qu'on était arrivé un peu trop tôt dans sa vie, qu'on l'encombrait. Voilà. Et que elle aurait voulu être quelqu'un d'autre de ce qu'elle était, et que surtout, elle avait une vie de femme, de mère, beaucoup trop tôt, qu'elle n'était pas du tout prête à ça, et que en fait, elle n'avait pas vécu sa vie. Elle avait été plus ou moins mariée, s'était mariée, avait rencontré un monsieur de bonne famille. Les parents étaient rassurés parce qu'il avait un métier. Il était plus âgé qu'elle, il avait 7 ans de plus. C'était un homme très sérieux, c'était une bonne famille, travailleuse, enfin toutes les vertus qui étaient juives, mais c'était un judaïsme très laïcisé. Mais toutes les vertus que mes grands-parents maternels pouvaient voir, et certainement le sentiment de sécurité dont ils avaient besoin. Ils étaient beaucoup plus âgés. Ils avaient 39 ans, 29 ans quand ils ont eu cette fille. Et puis, et je ne dis pas que le mariage était arrangé. Déjà, les mariages étaient beaucoup moins arrangés qu'ils ne l'avaient été. Mais disons que les parents étaient contents qu'elle ait rencontré ce jeune homme qui était prometteur, qui était ingénieur textile, qui était intelligent, qui était beau aussi, et qui avait l'air très convenable. Voilà, l'idée de convenabilité était très importante pour eux. L'idée du bonheur de leur fille, je ne suis pas sûre que c'était quelque chose, une priorité, même si le couple de mes grands-parents était un très bon couple.
Mais il fallait mettre leur fille en sécurité, je crois, avant tout. Et leur fille, qui avait qui était déjà très, très, qui avait envie de vivre sa vie, je crois qu'elle n'a pas eu le choix de dire oui ou de dire non. Et peut-être elle était aussi contente de sortir. Elle disait, j'avais envie de sortir du milieu familial et de rencontrer d'autres personnes. C'est ce qu'elle dit, c'est ce que vous lui faites dire. C'est-à-dire, Oui. je voulais sortir de l'emprise de mes parents et de la famille. Oui. Et elle voulait sortir de ce milieu quand même qui était un peu pesant, où la famille tenait un très grand rôle. Les faits et gestes, aussi bien d'un côté et de l'autre, du père comme de la mère, ont été contrôlés, vraiment contrôlés. Quand sa cousine allait flirter, etc., tout de suite le village ou la petite ville savait, allait raconter à la mère qu'on avait vu une telle, leur fille flirter avec un tel, etc. Bon, les filles dépassaient ça, mais quand même elles étaient extrêmement contrôlées. Ça n'empêchait pas d'aller danser avec des officiers. Mais là, c'était convenu, puis c'était un bon milieu, se marier avec un officier, etc. Et puis il y a le choc de la guerre, et il y a le choc de l'exode. Et puis, il y a eu la guerre. Et donc là, le couple de mon père et de ma mère s'est tenu les coudes durant cette période. Ils n'avaient pas le choix. Et c'est qu'après que les choses sont devenues plus difficiles, parce que ma mère avait 3 enfants très rapprochés. Mais dans ce que vous écrivez, il y a ce moment entre 40, quand ils arrivent à Nîmes, et 44, c'est-à-dire c'est la précarité, un quotidien très difficile, des déplacements, être obligé de changer souvent d'appartement, de maison, et je dirais, ce refuge dans un masé au-dessus de Nîmes, à Vialas, ou qui est très rudimentaire. C'était pas un masé? Non, cette maison, d'accord. Oui, voilà. Pour éviter les rats. Ouais. Et ensuite, les masés, c'était une petite maison très rudimentaire. Ils sont cachés au-dessus de Nîmes. Et ensuite, ils sont partis. À Vialas. Et c'est là où vous êtes né. Voilà. Et donc, il y a cette espèce d'intranquillité, de terreur aussi, et de peur et d'incertitude qui c'est comme si, c'est ce que vous écrivez, c'est comme si Ève avait refermé une boîte après ça pour je dirais, fermer la porte à ce vécu. Et vous dites que, dans un sens, c'est après ça qu'elle a décidé d'avoir un mode, je dirais, autoritaire. Non, c'est parce que vous dites ça à un moment, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je ne comprenais pas toujours pourquoi elle avait des sautes d'humeur, d'autorité qui étaient inattendues. Et en écrivant ce livre, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une profonde insatisfaction de sa part et qu'elle était dans l'incapacité de pouvoir faire ce qu'elle voulait faire, elle. Parce que je me suis aperçue à quel point, non seulement pour mon père, cette guerre les avait marqués, mais ma mère était quelqu'un qui était très fier et qui ne parlait pas des difficultés internes qu'elle avait. Elle était extrêmement secrète et très orgueilleuse. Elle se tenait droite, il fallait se tenir droite, très exigeante par rapport à l'indication, par rapport à la beauté
par rapport à l'esthétique, la façon de s'habiller. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'est comme s'il fallait rester respectable, avoir le sens de l'honneur et ne pas montrer qu'on souffrait ou qu'on avait souffert. Et donc, c'était difficile à comprendre pour des enfants. Parce que quand elle était en colère, elle nous giflait. Enfin, je veux dire, elle avait des sautes de colère qui étaient très difficiles à comprendre. Et on la sentait heureuse quand elle était entourée, souvent d'hommes d'ailleurs, parce que comme c'était quelqu'un de très beau et qu'elle parlait extrêmement bien, c'était une excellente conteuse, elle avait une cour autour d'elle. Et aussi, elle était extrêmement élégante. Je veux dire, jamais elle ne serait sortie d'une façon négligée ou autre. Et j'ai appris très récemment qu'elle allait se faire... elle faisait même ses robes chez une couturière sur l'avenue. Enfin, je veux dire, tout devait être... Elle avait un sens de l'honneur, de la respectabilité, comme si elle était née, comme dit son mari, de la cuisse de Jupiter. Pour elle, elle était au-dessus du panier. Alors, qui est-ce qui lui avait mis ça dans la tête? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'elle nous a élevés. Je ne pense pas qu'elle ait été la seule. Pourtant, ses parents étaient classe moyenne, aisée, mais sans plus, je veux dire. Elle n'avait pas du tout fréquenté le gratin de la ville de Nîmes, qui est aussi très, très distingué, très... non, c'était dans sa tête. Je ne sais pas d'où ça venait. Mais il fallait lui ressembler et surtout être à un certain niveau d'honorabilité. Alors, moi, Ève, aussi, je voulais le dire, m'a fait penser à une émission des années 65 de Daisy de Galard, Dim Dam Dom. Et j'ai pensé à Dim Dam Dom en lisant Ève. Et je me suis dit, finalement, Dim pour dimanche, Dom pour les hommes et Dame, voilà, pour les femmes. Et finalement, le livre, il y a aussi la place du père et des garçons. Et je voyais, pour moi, je voyais ces images qu'on voyait à la télévision, hein, de ces femmes. On faisait des émissions alors avec les femmes qui étaient soit connues, soit inconnues, avec leur désir de liberté aussi, leur désir de transiger, pas de transiger, pardon, leur désir de liberté, de s'affranchir du poids paternel, masculin, etc. Et j'ai vu enfin voilà, Ève m'a fait penser à Dim Dam Dom. Ce que on sentait bien qu'elle avait une vision un peu d'aristocrate, en tout cas au sens large du terme, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas du tout envie d'appartenir aux classes populaires, entre guillemets. Même si son père était quelqu'un qui était capable d'aller partout, elle non. Et très vite, elle a fréquenté des gens qu'on appelle à Nîmes le quai de la Fontaine, c'est-à-dire des gens du monde protestant, souvent des industriels, ou souvent des gens qui avaient réussi. Et c'était très difficile pour elle, l'étape difficile où son mari et ses frères ont fait faillite dans le magasin de céréales où ils travaillaient, parce que c'était comme la honte. Un déclassement. Oui, c'est un vrai déclassement. Et les habits, la façon de... Elle n'allait plus chez Franck et Fils. Elle ne commandait plus les vêtements.
de Paris à ses enfants, enfants et fils. On était dans un autre monde et il a fallu il se cachait, en fait. Il se cachait. Parce que à l'époque, faire faillite, c'est plus le cas maintenant, heureusement, c'était une honte, c'était un échec, c'est comme la Scarlet Letter. Voilà, c'était pas la dentaire, mais c'était la honte. Et je me souviens, nous, on partait en camp. Et le camp des éclaireurs. Les camps des éclaireurs de France. C'était des camps laïques, des classes populaires. Et là, on était dans un autre monde qu'on ne connaissait pas, qu'il fallait tout de suite apprendre. Et ils ne venaient pas. Il y avait une journée des parents et ils ne venaient pas nous voir. Et c'était un sentiment d'abandon, de dire mais pourquoi ils ne viennent pas? Ils auraient pu trouver une voiture, demander à quelqu'un. Ça ne leur venait pas à l'idée de venir. Bon, et on était un peu... On avait l'impression quand même de se dire, mais pourquoi c'est si important d'aller travailler ailleurs, de trouver d'autres... non, c'était comme une déchéance. Oui. C'était comme... Bon, les choses sont améliorées après, mais tout d'un coup, se retrouver sans voiture, sans possibilité d'acheter ce qu'on a envie. Ma mère, par exemple, fréquentait beaucoup les salles des ventes. Elle adorait les meubles anciens et elle avait des lustres. Elle avait des très belles choses chez elle. Et j'ai le souvenir des lustres qu'on a décrochés parce qu'il fallait payer la dette d'une faillite d'un escroc marseillais. C'est pour ça que je n'aime pas trop les Marseillais. Qui n'avaient pas payé les kilos, les tonnes de pommes de terre, tout ça. C'était très injuste. C'était extrêmement injuste. C'est parce que justement, il y a quelqu'un, justement, les 10 tonnes de pommes de terre. Oui, c'est ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant d'histoires? C'est une société quand même très marquée par les classes sociales. Vous dites que mon livre est un livre de sociologue. Pas forcé, pas que. Mais en tout cas, les classes sociales, dans les petites villes, sont beaucoup plus marquées que dans des villes de plus grande importance. Et tout était fait pour paraître, parce qu'on vivait dans un appartement, il y avait 200 mètres carrés. Voilà. Donc c'était une période un peu difficile. Et ce que le livre décrit aussi très bien, c'est ce frottement entre les différentes, les chrétiens, les protestants et les juifs. Et cette espèce de frottement amical, ou pas toujours, mais plutôt amical, parce qu'il y a une bonne... Vous parliez de vos amis qui vous invitent après leur communion à venir à la maison, qui vous offrent des dragées, le pasteur protestant qui accueille Jacqueline et qui ouvre aussi une certaine liberté, je dirais, dans les rapports. Et c'est intéressant aussi. Et même le rapport de votre mère avec les personnes... Oui, elle a... très vite, elle a compris que c'est pas dans sa famille qu'elle allait trouver des relations, un support et ce qu'elle aimait. Et elle a fait ce que font beaucoup des femmes qui n'ont pas, des femmes d'une certaine classe sociale, moyenne, supérieure, la philanthropie. Et on ne parle pas assez de toutes ces femmes qui ont commencé d'ailleurs très tôt, au milieu du 19e siècle, qui s'occupaient de créer des écoles de travail, qui ont soutenu des actions pour création des crèches et tout ça. Et on retrouve notamment la Viso qui faisait partie, qui était une association de femmes qui aidait beaucoup et les femmes, et les gens sur place, mais aussi en Israël. Ça faisait la philanthropie
à la fois auprès des personnes qui avaient des problèmes de santé, le passage des femmes dans les hôpitaux, les maisons de retraite, ça faisait partie de leur comment on peut dire, leur bienfaisance. Il y avait chez ces femmes qui n'avaient pas de profession un désir d'être utile malgré tout. Mais ça, c'est vrai pour les femmes, mais ça a été vrai aussi pour les hommes. Et ça, je pense que c'est intéressant de l'intégrer dans la vision de la communauté juive alsacienne. C'est le rôle, par exemple, de Robert Gamson au début, qui crée Gamson, qui crée le réseau des éclaireurs israélites, qui a permis avec l'OSE de sauver énormément d'enfants. Donc il y a ce principe du bien commun et de l'attention aux autres qui est quand même très, très fort dans ces familles. Oui, c'est vrai. Et il y a toujours, je trouve, dans les familles, quand on les regarde de près ou quand on s'en souvient, toujours un ou deux personnages qui sortent de l'ordinaire, qui sont des gens qui sont toujours là au moment des enterrements, au moment des mariages, qui sont des messagers, qui racontent l'histoire de leur famille, qui écrivent. Parce que les femmes, quand même, elles sont très... Dans cette famille, elles sont pas toutes, il y en a qui des chercheurs, mais elles sont épistolières. Ma mère écrivait tout le temps. Tout le temps. Elle avait un très beau style. Elle avait aussi une mémoire absolument extraordinaire parce qu'elle avait appris l'allemand et l'anglais dans des écoles, dans des lycées, mais 30 ans après, elle connaissait. Elle m'a appris très, très tôt l'allemand, l'anglais. Et quand elle allait en Espagne pour des vacances, au bout d'une semaine, elle pouvait parler avec les gens. Parce que c'était des gens qui étaient très ouverts vers l'extérieur. Et j'ai toujours regretté qu'elle n'ait pas pu continuer ses études parce qu'elle aurait pu soit être médecin, parce qu'elle adorait soigner, elle redevenait mère, autant elle était peu mère avec ses enfants, mais quand on était malade, elle était mère, parce qu'elle avait une place. Je pense que son questionnement, elle ne le disait pas, c'était quelle est véritablement sa place, à quoi elle peut être utile, et c'est sûr qu'elle n'était pas c'était pas une mère. Elle l'embrassait pas, elle ne pleurait pas. Elle ne pleurait pas, même au décès de proches, je n'ai jamais vu pleurer ma mère. Et ça, c'était un problème pour moi, parce que je me suis dit, comment se fait-il? Mon père pleurait, mais pas ma mère. Sauf son père. Comment? Sauf à un moment sur la tombe de son père. Ah oui, sauf c'était plus des grimaces de douleur que des pleurs. J'ai jamais vu des pleurs. Oui. Elle écrivait des lettres ou elle écrivait des livres? Non, elle n'écrivait pas de livres, mais elle racontait. Elle racontait ce qu'elle vivait, elle racontait ses voyages, parce qu'à un moment donné, elle a voyagé avec son mari et elle écrivait, elle était capable, elle avait un regard très particulier parce qu'elle était capable de raconter, de vous faire vivre les voyages qu'elle avait gardé là. J'ai les cartes postales. J'ai toutes les cartes postales de leur voyage. Mais c'était surtout des cartes postales. Mais par exemple, quand j'ai fait tout un travail sur le village où ils ont vécu pendant 1 an durant la guerre, c'est elle qui me donnait les adresses des gens qu'il fallait voir et c'est elle qui me racontait. C'est-à-dire, c'était plus de l'eau. Elle racontait par écrit, elle était capable d'écrire. Elle aurait pu écrire des livres, c'est sûr.
même si elle n'achetait pas de livres. Et là, j'ai tout un chapitre sur la bibliothèque. Elle avait dû avoir des livres avant, mais après-guerre, il n'y avait plus de livres chez nous. Il n'y avait plus de livres. Où étaient passés les livres? C'est aussi la question que je me pose. Où étaient passés? Et pourquoi elle n'achetait pas de livres? Elle allait les chercher dans un bibliobus, mais elle n'achetait pas de livres. Et donc, une des choses que je me suis dit, plus tard, j'aurai une bibliothèque. C'était dur, parce que autour de nous, même certaines familles avaient des livres, et nous, on n'en avait pas. Comment? Ah oui, elle lisait des livres. Oui, elle les lisait, surtout quand, oui, surtout pour nous endormir, parfois. Mais c'était une femme. Jamais elle nous abordait, par exemple. Non, elle n'allait pas le soir nous border. Il fallait se débrouiller tout seul. J'ai vu les différences quand je suis allée aux États-Unis. J'avais 18, 19 ans. Et là, j'ai trouvé des femmes qui étaient des femmes mères. Mais je ne peux pas dire que ma mère était une femme mère. Elle était d'abord une femme, plus femme que mère. Et je suis très étonnée parce que dans la famille, il y avait des mères. Alors, voilà. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et par contre, son mari était beaucoup plus maternel qu'elle. Ça, c'est sûr. C'était une inversion. Et est-ce que les questions que vous vous êtes posées tout au long de ces années, Oui. à propos de votre mère, est-ce que vous avez un début de quelque chose? Oui. Alors, ce livre, c'est pour ça que j'y tiens. Je suis très contente que vous soyez là. Franchement, c'est un soulagement. C'est un très grand plaisir aussi. Parce que c'est un livre pour moi qui est, comment on peut dire, auquel je tiens. J'ai écrit une centaine d'articles, j'ai participé à de nombreux livres, etc., etc. Mais dans ce livre, j'ai voulu faire un travail littéraire et un travail écrit, un travail parce que je me reprochais dans mes articles qu'il me manquait quelque chose, qui avait une dimension qui n'était pas moi, voilà, qui n'était pas tout à fait moi. Et dans ma thèse, ça n'a pas été une grande réussite. Je vois des directeurs de thèse qui sont là. Et je me suis dit, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Et on m'a reproché, par exemple, d'avoir fait des fautes d'orthographe, ce qui est vrai. Alors je me suis dit, mais quand même, pourquoi j'ai laissé des fautes d'orthographe comme ça? Alors une chose, maintenant je dis les choses parce que j'y ai réfléchi. Une chose, c'est que j'avais un directeur de maîtrise à Paris, Charles V, qui avait fait 68, etc., une ambiance très particulière d'anglais, et qui m'a dit, dans tes travaux, laisse toujours des fautes, comme ça tu te rends compte si les gens te lisent ou pas. Alors je me suis dit, mais j'ai dû, consciemment ou pas, laisser ces fautes-là, parce que à cause de ce qu'il m'avait dit. Et les autres raisons, c'est que je pense que les travaux de thèse que j'ai fait tardivement, parce que j'étais incapable de faire une thèse, j'y croyais pas du tout.
je me suis dit, mais qu'est-ce qui passe des années pour écrire quoi? J'ai été en contradiction avec ce que j'étais véritablement, parce que je me disais, si je fais un travail, il faut que ça soit un travail qui ait non seulement un certain nombre d'idées, de construction, de théories. J'avais aussi un problème vis-à-vis des théories, qui est bien sûr que j'ai intégré. Et parce que je me suis dit, mais c'est pas la vie. Ce que je recherchais avant tout, c'était d'écrire la vie. Et je pensais qu'à travers une thèse, on ne décrivait pas la vie. On décrivait autrement, on avait une pensée, on avait... sans doute, on faisait avancer la science, mais c'était quelque chose qui correspondait peut-être pas à moi, tout simplement. Mais il m'a fallu du temps, bien sûr, pour comprendre tout ça. Voilà. Alors, je crois qu'on pourrait... Oui, on pourrait peut-être laisser la place au public. Nous nous connaissons depuis 15 ans. Eh bien, c'est grâce à ce livre que j'ai découvert beaucoup de choses chez toi et beaucoup de proximité, avec beaucoup d'émotions. Alors, d'abord, moi qui suis très exigeante sur la forme, effectivement, il y a beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes de ponctuation et de fautes de français, mais elles seront pardonnées. Parce que ce livre m'a donné beaucoup de bonheur et d'émotion. Et au travers de ce récit, j'ai une proximité avec toi. Alors que tu es une ashkénaze et je suis une séfarade, quoi qu'on en dise. Eh bien, ces années 60, tu as planté un décor, une atmosphère, tu as su créer une atmosphère qui m'a beaucoup touchée, dans laquelle je me suis reconnue. Et au travers de cette famille, de ces non-dits, de cet adultère, sur lequel je ne rentrerai pas, sur cette mère distante qui ne prend pas dans les bras, sur ses exigences, eh bien, aussi les portraits que tu as faits de tes sœurs et frères que je connaissais par ailleurs et dont tu as changé le nom, ce sont des portraits qui m'ont beaucoup touché, surtout celui de Marc. Eh bien, pour tout ça, je voulais te dire merci et te dire que la sororité entre toi et moi sera encore plus grande. Bonjour et merci. Est-ce que vous pourriez juste dire quelques mots sur Vialas? Je suis très près là. Non, ça va mieux? Je peux manger le micro, mais ça va être compliqué. Non, vous entendez? Est-ce que vous parlez un peu plus de Vialas? Oui, j'avoue, ça m'a intriguée parce que je suis née à côté de Vialas. Et voilà, on est dans une zone qui a beaucoup accueilli de juifs cette période, mais avoir une expérience... Comment? Où est-ce que vous êtes né? À Florac. Ah, c'est pas Vialas, mais j'étais pensionnaire avec des amis qui étaient de Vialas et je suis très intriguée par ce passage à Vialas en fait. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai, évidemment, j'avais pris des notes. Vialas, c'est une petite ville qui faisait 830 habitants avant-guerre et qui maintenant fait autour de 300, 350 et qui est maintenant devenue, grâce à l'action des 80 personnes, familles qui ont reçu l'accueil, un village de 900 personnes qui accueille 80 juifs qui viennent de toute l'Europe, avec une cohésion et un silence et une solidarité de village qui est à 98% protestant. Il y a quelques mariages catholiques protestants, mais qui est un village qui a une cohésion extraordinaire, où les familles qui se trouvent à Vialas depuis 42, les familles juives
réfugiés. Il y a aussi des réfugiés qui viennent d'ailleurs, qui viennent des villages, des villes bombardées, qui sont réfugiés dans ce village, qui ne pipent pas mot. Non seulement ils ne disent rien, qui savent très bien que ce sont des familles juives, mais qui les aident comme ils peuvent, qui les aident en leur donnant des légumes, parce qu'on mange très peu, il y a très peu de variétés, qui les aident institutionnellement, c'est-à-dire que la gendarmerie va avertir les familles quand ils savent qu'elles vont être arrêtées. Et ceci à partir de 42 et surtout 43. Et ce qui fait, malheureusement, il y a un père de famille qui en février 43 est convoqué à la gendarmerie, qui s'y rend avec un autre, et il est berlinois. Et comme on est en train de regrouper les familles étrangères juives, à Mende notamment, eh bien, il y va, malheureusement, et il ne reviendra pas. L'autre père, qui est le père d'un de mes amis, il va, mais comme il est français, il est relâché. Malheureusement, c'est une personne de trop, mais parmi les 80 personnes, dans cette région, aucune personne ne parle. Malgré tout. Dans tous les villages, il y a un ou deux collaborateurs. Qu'on le veuille ou non, cévenols, protestants, tout ça, il y en a toujours un ou deux. C'est pour ça que le 24 mai 1944, la milice est montée dans ce village. J'avais un jour. Et on a fait le tour de toutes les maisons. Avec les fermiers, on m'a raconté ça, pour voir s'il y avait des résistants et pour voir s'il y avait aussi des STO qui refusaient de faire le travail obligatoire. Ils n'étaient pas à la recherche des familles juives. Et là, tous les résistants, tous les gens de STO, d'une manière ou d'une autre, ont vu monter, il y avait aussi l'armée allemande, du village, et se sont cachés. Le maire, des gens qui étaient soupçonnés se sont retrouvés à la mairie. Le maire, qui était un maire pétainiste, n'a rien dit, et qui a dit à mes parents, je ne publierai pas sur les murs de la mairie, comme c'est obligatoire, la naissance de votre fille. Et réunit une partie de la population qui, dans son ensemble, dit, mais les jeunes, ils ne peuvent pas rester là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à manger, il n'y a plus de jeunes dans ce village. Je ne sais pas, ils ont fait le tour, ils n'ont trouvé personne qui pouvait prendre, qui pouvait soupçonner, ils les ont réunis à la mairie et personne n'a été arrêté. Et pourtant, il y avait notamment le père de l'ancien directeur d'Orange qui a vite caché ses armes, qui a été visité comme dans tout le village, qui n'a pas été pris. Il y a eu une espèce de solidarité de nouveau dans ce village qui est absolument extraordinaire. Et ce n'est pas le seul. Il y a les villages environnants, et je reviens à Florac, et je crois qu'à Florac aussi, grâce aux pasteurs, les pasteurs ont joué un rôle très, très, très important, et même dans
le village de Vialas, il y avait un prêtre qui a suivi et qui a fait la résistance. Les prêtres, c'était différent, mais qui a fait la résistance. Donc, il y avait une unanimité dans ce village contre l'invasion, les envahisseurs nazis. Il y a eu d'ailleurs à Bougès une zone de résistance où il y avait des résistants qui est maintenant beaucoup mieux connu. Mais tout ça, les familles juives qui ne se connaissaient mais qui ne se parlaient pas, ne le savaient pas, évidemment, à l'époque. Donc ça fait partie de ce réseau de villages et de villes de justes qui ont été, parce qu'on a fait du travail, parce qu'on y est allé, parce qu'il y a eu des plaques, parce qu'on a fait des chemins où il y a l'endroit où je suis née, dans la maison où il y a le nom des gens. Et là aussi, les personnes propriétaires n'ont rien dit, n'ont strictement rien dit. Ils ont fait semblant et dit, vous savez, on n'y va jamais dans ce... Et il y avait ma mère, ma grand-mère, mon frère et moi, qui avait un jour, on n'y va jamais, c'est des greniers. On les a crus. Donc là aussi, on doit sa survie à peu de choses, et surtout à la solidarité du monde protestant, et dans certains cas, il y a eu aussi le monde juif, mais ça a été quand même sans doute très traumatisant pour les familles qui étaient recherchées et qui, après coup, ont compris ce qui se passait. Ma mère disait, si on avait su ce qui se passait, on se serait caché dans le trou d'une souris. Mais ils ne se rendaient pas compte. Ils se rendaient pas compte. La seule chose, c'était, on se dit, est-ce qu'ils étaient informés de ce qui se passait? Ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. Ne l'étaient que les responsables de la résistance et les pasteurs, parce qu'il y avait des réunions de pasteurs. Oui. Et les pasteurs qui étaient très, très informés et qui donc ont été des moteurs et des gens extrêmement courageux et qui surtout soutenaient cette population qui était quand même parfois très démunie. Il faut savoir qu'il fallait travailler et trouver des moyens de subsistance puisqu'il n'y avait plus rien, puisque les magasins étaient arianisés, ils n'avaient plus droit, et les comptes bancaires bloqués. Donc, comment gagner sa vie? Comment survivre? Ça, on s'en rend compte qu'après. Voilà. Et la question, c'est pourquoi vous n'avez pas crié? Comment savoir pourquoi un bébé ne crie pas? Oui, oui. Alors, je crois aussi, ce que m'a dit ma mère, qui m'a annoncé ça pas directement, c'est que elle m'a mis un mouchoir sur la bouche pour que je sois silencieuse. Et les gens qui veulent me rassurer me disent, mais tu dormais, un bébé ça dort. Mais je pense que c'était une naissance assez traumatique. Et que ce désir de comprendre et d'écrire, ça vient sans doute d'interrogation de qu'est-ce que c'est que la survie? Comment survit-on? Et il y a des personnes ici qui se posent sans doute cette question. Dans des périodes de grand danger, comment survit-on? Qu'est-ce qui fait qu'on survit? Qu'on survit? Qu'on survit? Et... Moi, j'ai presque vu 2 livres, un livre dans l'autre. J'ai vu presque 2 livres, un livre dans l'autre.
C'est-à-dire que le livre part sur la quête. Qui est ma mère? Quelle femme? Elle a un secret, elle est mystérieuse. Et pour l'évoquer, je suis obligée de mettre le contexte dans lequel tout ça se passe. C'est un contexte terriblement dramatique, traumatique, terrifiant. Et puis on voit ce jeune couple qui essaye de faire des enfants de manière normale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a presque une espèce d'aération quand tu nais et que tout d'un coup tu as une vie normale, tu vas à la plage, tu vas faire des pique-niques. Et c'est comme une respiration. Et je me dis que cette femme, effectivement, c'était peut-être pas l'homme qu'elle aurait voulu, mais elle a tenu le coup, elle a tenu le coup tout le temps. Elle a assuré à ses enfants une continuité sur un fond traumatique terrifiant dont elle ne pouvait pas parler, évidemment, heureusement, parce que sinon tout s'effondrait. Et elle a donné une vie, pas terrible peut-être pour les enfants, mais quand même, elle est restée jusqu'au bout. Et même quand elle est un peu partie, elle est revenue. Et elle est revenue et elle a donné, ses enfants ont une idée d'un couple qui a tenu contre vents et marées, comme on dit. Oui. Et c'est très, très bouleversant tout ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout ce contexte que tu nous enseignes, que je ne connaissais pas du tout, sur l'horreur de ces situations de juifs qui fuient, qui changent, et en même temps d'une famille qui est arrivée à faire quelque chose, pas terrible peut-être, mais quelque chose qui a permis que tu écrives un jour un livre. Oui, qui a transmis ce désir. Assez extraordinaire quand même. Oui. Bon, voilà oui, ce que je peux te dire. Alors, voilà. Bon. Comment? Vous parlez toujours du mari de votre mère. Vous dites jamais mon père. Ah bon? Oui. J'ai remarqué, Merci. oui, j'ai remarqué tout à l'heure 2 ou 3 fois, vous avez dit le mari de ma mère. Oui. 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 Je ne peux pas vous répondre. Il y a des points de suspension partout. Laissons les points de suspension. Un prochain bouquin. Il y a une question que je me pose et qu'on m'a posée en fait de points de suspension. Justement, je reviens, le mari de ma mère. Je me demande quelle image mon père m'a laissée. Parce que ma mère, j'avais beaucoup d'admiration pour elle, au-delà de ce qu'elle était. Je crois que je la ressentais. Il y avait des choses en commun. Ce goût de l'écriture, ce goût de sa curiosité, ce besoin de voyage. Mais sur mon père, c'était plus difficile. Parce que je le trouvais trop sérieux. Et il riait pas. Il a même dit un jour, j'ai pas besoin de rire. Ce qui nous a fait tous éclater de rire, évidemment. Et je me suis dit, mais comment peut-il dire des choses comme ça? Il était extrêmement soucieux du devoir, de la famille, de ce qui est bien fait. Et alors, j'ai senti son plaisir, 2 grands plaisirs. La plage, la mer, l'océan, se balader et le voyage. Les voyages, pour lui, c'était essentiel. Et il faut voir que c'était une personne qui avait été élevée à la dure, parce qu'à 12 ans, il travaillait, les jeunes. Et dans les entreprises, on faisait travailler les enfants très tôt. Et il était aussi sous la chape d'une famille. On rigolait pas tous les jours, quoi. Sauf les filles. Bizarrement, les filles étaient privilégiées par rapport aux hommes. Les filles, on les laissait faire. Elles avaient droit de vacances. Et j'ai une tante qui était vraiment, je me suis dit, mais
comment elle est arrivée à faire tout ça? Eh bien, je crois qu'elle était protégée. Je crois que du côté des hommes, il y avait le fait d'avoir des filles, je ne sais pas, c'était une nouveauté, c'était quelque chose de différent et on ne leur imposait pas les mêmes choses qu'aux hommes. Ça peut-être le problème. Merci à toutes et à tous. Merci Annie, merci Frédéric, et n'oubliez pas que le livre est évidemment en vente à la sortie de la salle, et que Annie peut se prêter. Voilà, une petite dédicace si vous souhaitez. Merci à toutes et à tous. Vous avez pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 8 janvier 2026 avec Annie Bloch-Raymond autour de son livre Ève et les siens, Alsace, Cévennes, Nîmes, les chemins de la liberté, édition Ampelos, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.